Bienvenue dans le podcast des photographes professionnels. Et cette semaine, l'épisode du podcast tombe le jour de mon anniversaire. Aujourd'hui, le 11 juillet, je fête mes 34 ans et j'ai pour l'occasion fait un peu d'introspection et je partage avec vous les principaux enseignements qui m'ont énormément aidé tout au long de ces dernières années, que ce soit sur le plan professionnel comme sur le plan personnel. Et l'idée à travers cette réflexion, c'est de mettre en avant des enseignements que j'aurais bien voulu avoir quand j'étais plus jeune, quand je me suis lancé dans le métier de photojournaliste. Et si vous écoutez cet épisode et que vous êtes en train de vous lancer dans cette belle profession, je suis persuadé que vous allez entendre, que ce que vous allez entendre va vous servir. En tout cas, je l'espère, une bonne partie. Comme nous sommes le 11 juillet, j'en ai listé 11, pour faire plus simple. Alors, premier enseignement, c'est assez bateau, mais c'est tellement important, c'est de s'entourer de gens de grande valeur. De grande valeur, et ce qui explique aussi, ce qui permet, un petit spoiler aussi, d'anticiper sur le fait qu'il faut être quelqu'un qui apporte de la valeur pour s'entourer de gens qui vous apporteront de la valeur en retour. Parce que vous avez déjà tous fait l'expérience une fois dans votre vie, on n'a pas envie d'être pote avec quelqu'un qui ne nous apporte pas de valeur, ou au contraire même qui est toxique, qui est pénible, qui nous tire un peu vers le bas. Au contraire, on va s'entourer de gens qui vont nous tirer vers le haut. Et la photo, comme plein de métiers, c'est un métier de réseau. On a besoin des autres, on a besoin des contacts, on a besoin des recommandations, on a besoin d'être avec des gens. Plus largement, même, on a besoin des autres pour apprendre de nouvelles choses, pour apprendre sur soi aussi. On a besoin des autres pour être notre recul nécessaire qui parfois manque au final pour nous comprendre nous-mêmes et du coup comprendre le monde. Et le truc important à comprendre, c'est qu'il faut trouver les bonnes personnes, les vrais experts, auprès desquels il est intéressant d'apprendre. Parce qu'il y a plein de gens qui vont parfois s'annoncer comme étant experts de quelque chose, ou qui vont dire qu'ils apportent de la valeur dans tel domaine, mais en fait, c'est pas tellement le cas. Donc, c'est pas si simple de détecter les personnes qui vous apporteront de la vraie valeur. C'est encore plus compliqué et c'est encore moins simple de faire en sorte que ces gens deviennent des amis. Et pourtant, c'est le truc qui marche vraiment. C'est que sur le long terme, avoir des amis de grande valeur, avoir comme amis des gens de grande valeur, ça vaut tout l'or du monde en fait. Ça vaut tout l'argent que vous pourrez gagner. Parce que ces gens-là, ils vont vous apporter beaucoup plus que de l'argent justement, mais aussi des connaissances, des compétences. On parle beaucoup de trouver des mentors. J'en avais parlé dans un précédent podcast, comment l'importance de trouver des mentors. Et c'est pas forcément des mentors avec qui vous allez passer des heures et des heures dans la semaine. Ça va être juste des gens que vous allez suivre sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur les réseaux. Mais c'est des gens qui vont vous apporter beaucoup de choses, beaucoup de connaissances, beaucoup de confiance en vous, beaucoup de compétences. Et enfin, dans la catégorie de s'entourer de gens, il faut trouver des gens qui sont fiables. Des gens qui sont à la fois professionnels, mais qui sont fiables dans le sens fidèles, qui sont loyaux avec vous, avec vos valeurs, qui sont alignés. Et moi, le hack que j'ai pu trouver ces dernières années, c'est quand j'ai créé ma propre agence, quand j'ai créé le collectif DR. En fait, j'ai créé quelque chose que je trouvais nulle part ailleurs, c'est-à-dire une structure professionnelle dans laquelle il y a une vraie sélection à l'entrée, où c'est pas ouvert aux touristes, on va dire, où il faut quand même un peu de motivation pour rentrer à l'intérieur, parce que il y a des barrières à l'entrée, que ce soit financière ou en termes de temps, en termes de complexité toute relative, mais le simple fait de passer par un process de recrutement, de sélection, avec un questionnaire, avec un entretien, etc., ça limite déjà pas mal de gens, et les gens qui restent, et puis les gens qui sont là depuis le tout début de l'aventure. J'ai lancé ça en 2019, il y a encore quelques irréductibles, il y a pas mal de gens qui sont là depuis le tout début, avec qui j'ai plaisir à travailler, à qui j'ai plaisir d'offrir de mon temps, et de donner des conseils, et de donner surtout des contacts et du boulot. Et en fait, c'est vachement bien, c'est super gratifiant, et quelque part, c'est une sorte de sélection naturelle avec le temps. C'est ceux qui restent depuis le début, qui sont les plus fidèles, qui sont au final les meilleurs, ceux qui m'apportent le plus de valeur et ceux qui retirent le plus de valeur, qui captent le plus de valeur du collectif, de l'agence et de moi. Ça fait un peu mégalo de dire ça, mais en même temps, voilà, c'est le jour, on va dire. Je me permets ça aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Bon, on s'en fout que ça soit mon anniversaire, c'est surtout le prétexte pour
faire une petite introspection et partager un peu de valeur justement à des gens qui en recherchent. Donc voilà, point numéro 1, s'entourer de gens de grande valeur. Point numéro 2, savoir poser des questions, être curieux et apprendre. Il y a une sorte de maxime qu'on dit très souvent, c'est que savoir, c'est pouvoir. Savoir égale pouvoir. C'est ce qui se dit on dit tous les grands hommes dans l'histoire, hein, les grands hommes comme les grandes femmes, que ce soit des dirigeants, des rois, des entrepreneurs, des sportifs, etc. C'est qu'en gros, plus tu sais de choses, plus tu as de pouvoir. Et c'est quelque chose qui est très vrai dans le sens où la culture générale, le fait d'avoir une culture générale élevée, grande, foisonnante, c'est la chose la plus importante qui peut vous arriver après le réseau. Parce qu'au final, vous pouvez avoir moins de culture générale, mais un super réseau, vous allez pouvoir vous en sortir. Mais par contre, si vous avez de la culture générale en plus du réseau, ça va être grandiose. Surtout avec l'arrivée de l'IA aujourd'hui et des nouveaux outils, parce que justement, l'IA est un catalyseur de ça. C'est-à-dire que plus vous aurez de culture générale, plus vous aurez de connaissances, de savoir, plus l'IA va devenir un assistant extrêmement pertinent. Vous savez, j'en parle dans le masterclass sur l'IA, puis j'en ai parlé dans un précédent podcast. L'IA, c'est pas un truc qui vous remplace, c'est un truc qui va vous assister, c'est votre robot, c'est votre assistant personnel, c'est votre Jarvis dans Iron Man. Et si Jarvis dans Iron Man, il est tellement bien utilisé, il est tellement puissant, c'est parce que Iron Man, il est super intelligent, et il a énormément de culture générale, il sait énormément de choses. Donc du coup, il est capable d'utiliser au mieux ces outils-là. Et donc, pour avoir de la culture générale, c'est assez simple. Quelque part, il faut apprendre, il faut lire et il faut poser des questions. Et poser des questions, c'est être curieux. Et être curieux, c'est la base du journalisme. C'est la base du photojournalisme. C'est le truc qu'on apprend en école de journalisme. C'est le truc de base, vraiment. Être curieux, ne jamais se satisfaire de ce qu'on lit ou de ce qu'on pense ou de ce que les gens nous disent, mais toujours aller chercher des contrepoints, essayer d'aller chercher des précisions, des vérifications. On en parlera d'ailleurs à la fin, ça sera un des derniers points. Et enfin, les questionnements. Un questionnement, ça veut dire la capacité de se remettre en question. Ça veut dire la capacité à penser contre soi-même. Et donc, à progresser. Et dans la suite logique, il y a le troisième point qui est appliquer aveuglément les conseils. Si on veut progresser, une fois qu'on a questionné un petit peu les gens qui savent, les choses qu'il faut faire, etc., il faut faire taire son ego. Il faut dire à son ego de fermer sa gueule et appliquer ce qu'on nous dit, appliquer les conseils que vous lisez. Il faut utiliser la logique du Yes Man. Je ne sais pas si vous connaissez ce film Yes Man avec Jim Carrey, film vachement bien où le mec en fait, je crois que c'est basé sur une histoire vraie. Le mec en fait teste tout ce qu'on lui dit de faire en fait, dit oui à tout. Et donc ça crée des trucs assez cocasses et complètement stupides par moments, mais in fine, la morale de l'histoire, c'est qu'il arrive plein de bonnes choses. Il arrive plein d'opportunités. Le mec est encore plus heureux, trouve la nana de sa vie, etc. Parce qu'il dit oui à tout. Et c'est la meilleure façon de rentabiliser le temps de vos lectures, de rentabiliser vos formations, de rentabiliser vos relations sociales même, le temps que vous passez avec les gens. C'est de tester, d'appliquer aveuglément ce qu'on vous dit de faire, sans parfois réfléchir. Et là, je l'ai vu concrètement dans mon agence avec certains photographes qui l'ont fait, qui m'ont fait confiance depuis le début, qui appliquent les choses. Quand je débarque dans un live, quand on fait des lives toutes les semaines, tous les lundis soirs, quand je débarque avec une nouvelle idée où je dis voilà, j'ai testé tel truc, je trouve que ça a bien marché, vous devriez essayer. Il y en a toujours un ou deux qui disent ok, ben je teste tout de suite. Et systématiquement, enfin quasiment systématiquement, les gens ont des résultats, que ce soit des résultats tout à fait honorables ou d'incroyables résultats, parce qu'il y en a certains qui ont plus de téléchargements que moi, par exemple, sur les réseaux, enfin sur Pixpalace, qui vendent plus de photos que moi, alors qu'ils ont moins de photos en diffusion. Mais parce qu'en fait, les gens appliquent d'autres conseils que les miens aussi. Et c'est comme ça qu'on grandit, en fait. C'est en prenant les conseils de tout le monde. Quatrième point, c'est avoir de l'ambition. Et là, je pars avec un peu de chance dans la vie, parce que je me rends compte que, en comparaison de pas mal de gens autour de moi, je me rends compte que j'ai un peu plus d'ambition que la moyenne. C'est bien et pas bien. Mais moi, j'y vois le côté positif dans le sens où, si vous voulez atteindre vos objectifs et être heureux dans la vie, il faut avoir une vision. Et la vision ne fonctionnera que si elle est ambitieuse. Parce qu'on peut tous avoir la vision de quelqu'un de très lambda et quelque chose de pas très ambitieux.
mais du coup, on aura les résultats de la moyenne des gens. Et si on fait un sondage, on demande à la moyenne des gens s'ils sont vraiment heureux dans la vie, je suis pas sûr qu'on soit heureux du résultat, justement. Donc, si vous voulez être heureux, si vous voulez avoir des objectifs hors de la moyenne, hors de la masse de gens qui ont parfois une vie qui est assez misérable aussi, il faut le dire, malheureusement, bah, il faut avoir une vision plus ambitieuse. Ça part de là. Et alors, comment on fait pour avoir de l'ambition? Ça, c'est une bonne question. On n'est pas dans un cours de philo, on n'a pas 3 heures devant nous, donc je dirais que j'aurais pas vraiment de réponse à cette question, sinon quelques éléments de réponse. Tout d'abord, le fait que comprendre pourquoi pourquoi les gens n'ont pas trop d'ambition en général, c'est parce que l'ambition, ça fait peur. L'ambition, ça fait peur parce que ça va demander des efforts et du travail. On peut avoir l'ambition de quelque chose, mais une fois qu'on comprend qu'il va falloir bosser pour y arriver, en général, les gens lâchent l'affaire. C'est un peu le truc classique. Vous avez on peut prendre l'image du livre. Tout le monde rêve de faire un livre. Tout le monde a envie de faire un bouquin, un livre photo. Et une fois qu'on comprend qu'il va falloir écrire, faire les photos, faire la mise en page, faire le marketing, sortir peut-être 10-15 000 euros pour imprimer le bouquin, le diffuser, le distribuer, gérer la poste, le marketing, le SAV. Oula, déjà l'ambition on l'a plus. Et c'est la peur du travail, des efforts qui fait ça. L'autre point que j'ai remarqué aussi avec le temps, c'est que euh, c'est pas moralement acceptable d'avoir de l'ambition. D'ailleurs, il y a peut-être des gens là qui sont en train de s'arracher les cheveux en mode ça nous parle d'ambition, mais quel connard quoi. C'est comme quand ils nous parlent d'argent, ou de business ou d'entrepreneuriat, mais quel connard. Mais en fait non, c'est pas parce que une grande partie des gens disent que c'est une mauvaise chose qu'il faut l'écouter et penser que moralement c'est pas bon. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que je connais plein de créateurs de contenu, de youtubeurs, de photographes, de vidéastes qui avaient érigé en vertu le fait que c'est pas bien d'avoir de l'ambition, c'est pas bien d'avoir de l'argent. Ce sera le point suivant, j'anticipe un peu. Que c'est pas bien de faire du mailing, que c'est pas bien d'être sur les réseaux sociaux, de faire du YouTube, de parler d'argent, de parler ce genre de choses. Et ces gens-là, c'est trop marrant parce que franchement, presque 100% du temps, je réfléchis si c'est bien 100%, mais franchement, on n'est pas loin. 99% du temps, les gens passent par une dépression, une sorte de burn-out, appelons-le comme on veut, et ensuite finissent par agir exactement à l'inverse de ce qu'ils faisaient juste avant. Et là, ils osent parler d'argent, mais dans un premier temps, en plus c'est un peu compliqué parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont pas à l'aise, ça crée une dissonance cognitive dans leur tête, et souvent ils rebasculent dans un moment de dépression, jusqu'après à pas trop savoir quoi faire de tout ça. Donc dès le départ, épargnez-vous ce problème en fait, et acceptez que c'est bien d'avoir de l'ambition, c'est bien pour vous, c'est bien pour votre entourage. Donc en fait, que ça fasse chier des personnes qui sont derrière un clavier que vous connaîtrez pas, enfin que vous connaissez pas, que vous connaîtrez jamais, qu'est-ce qu'on s'en fout quoi. Et c'est pareil pour la question, c'est le 5e point, vouloir gagner de l'argent. Ça c'est pareil, je pense que j'étais un peu aidé dans la vie parce que c'est quelque chose qui n'a pas été trop un blocage pour moi. Même si ça l'a été un petit peu à certains moments, j'ai encore des problèmes avec l'argent, comme plein de gens. Mais il faut comprendre que l'argent c'est bien. L'argent c'est même nécessaire pour être heureux, pour faire des choses. On dit que l'argent rend pas heureux, et ça c'est une énorme connerie en fait. C'est un peu comme ces phrases qu'on nous dit depuis tout petit où il faut pas être endetté. Ah, ok, bon, la plupart des gens qui ont du succès dans les entreprises, c'est des gens qui savent s'endetter correctement, intelligemment. Ok, il faut pas avoir de dette. Ok, les gens qui ont des biens immobiliers, etc., qui ont créé un patrimoine où ils sont libres financièrement, etc. Et là, je parle pas des mecs qui vous font des formations depuis Dubaï. Là, je vous parle de gens qui sont autour de vous, qui, quand vous leur demandez comment ils ont fait pour avoir autant d'argent, ils vont vous dire bah, j'ai acheté un peu d'immobilier, du coup, je me suis endetté à la banque, etc., etc. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance d'être capable de ne pas penser à ça et que quand je me suis lancé dans le journalisme, quand je me suis lancé à la fin de ma licence d'histoire et que j'avais la possibilité de rentrer à Sciences Po en journalisme, en master, mais que j'avais pas d'argent pour vivre en ville, pour prendre mon appartement, pour être autonome, payer mes factures, ma bouffe et mes bières, bah du coup, il y a encore moins un appareil photo, accessoirement, plus important que les bières. Du coup, je suis allé à la banque et j'ai fait un crédit. J'ai fait un crédit de 15 000 euros, ce qui m'a permis de m'acheter du matériel photo. Et ce crédit, j'ai mis 10 ans à le rembourser. Et en fait, tout le monde peut faire un crédit. Les banquiers sont super heureux de vous faire des crédits. C'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Maintenant, si on vous dit depuis tout petit que c'est pas bien, c'est mal de faire des crédits parce que vous devez de l'argent aux banques, c'est pas bien,
Regardez autour de vous, la plupart des gens, la plupart des objets que vous utilisez au quotidien, que ce soit votre ordinateur, votre téléphone, vos écouteurs, tout ce que vous avez autour de vous, c'est produit par des entreprises qui sont endettées. Et c'est comme ça qu'on crée de la valeur. D'ailleurs, c'est même comme ça qu'on crée de l'argent. Pour ceux qui ne savent pas comment on crée l'argent, est-ce que posez-vous la question, comment on fait pour créer la monnaie, créer de l'argent dans la société? On crée de l'argent quand un banquier crée une dette. Quand il prête de l'argent, en gros, vous allez chez votre banquier pour acheter une maison, vous demandez 100 000 euros à la banque, les 100 000 euros que la banque vont vous prêter et sur lesquels ils vont gagner de l'argent avec des intérêts, cet argent, ils l'ont écrit sur un logiciel et c'est la banque centrale qui leur a fourni l'argent et qui leur prête à eux. Et eux, vous le prêtez à vous, donc du coup, tout le monde prend sa com dessus. Mais l'argent est créé comme ça. Donc la dette est une création de valeur, en fait, économiquement parlant. Et là, c'est de l'économie, c'est un cours d'économie de seconde en lycée que je vous dis. Donc, comprendre que c'est une bonne chose, que c'est nécessaire, que c'est pas non plus une fin en soi, hein, gagner de l'argent, c'est juste... l'argent, c'est un flux, c'est comme de l'énergie. C'est comme dans la chanson d'Orelsan, l'argent ça va, ça vient. Mais c'est un peu le même délire, c'est que c'est pas si compliqué d'en avoir, parce qu'il suffit de juste, entre guillemets, d'échanger votre temps contre l'argent de quelqu'un d'autre. Vous allez dans un restaurant, le mec il a besoin de quelqu'un, il a besoin de votre temps pour servir des clients, il va vous donner de l'argent en échange. Vous allez voir une entreprise qui a besoin de photos, vous allez changer votre temps pour faire ces photos et vous allez même vendre en plus les droits d'exploitation de votre photo à cette personne. Donc c'est une question d'échange. C'est quelle est la valeur que vous apportez face à la valeur que vous attendez, c'est-à-dire l'argent que vous voulez avoir. Pour ça, il faut accepter d'échanger son temps, accepter de faire des petits boulots, comme moi j'ai pu le faire quand je me suis lancé il y a maintenant 12, 13, 14 ans à peu près. J'ai bossé pour des enseignes comme Leclerc, j'ai bossé dans des restaurants, j'ai bossé comme vendeur dans des boîtes, j'ai fait un crédit, je viens d'en parler. L'argent, c'est pas le truc le plus compliqué à avoir. Il y a plein de gens qui se font un film, qui se font une montagne du truc, mais globalement, ça dépend de la quantité dont vous avez besoin, mais globalement, on n'a pas besoin d'énormément d'argent, au final. On pense en avoir besoin de beaucoup, mais au final, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Et une fois qu'on comprend ça, ça débloque déjà beaucoup de choses à propos de l'argent. Et rappelez-vous le podcast que je vous ai fait il y a quelques semaines déjà, qui s'appelle Profit versus Prestige, qui touche beaucoup les photographes parce que c'est exactement ça. Nous, photographes, on est capable de dépenser du temps, de l'argent pour avoir une publication, pour avoir une exposition, pour que des gens partagent nos photos, les likes sur les réseaux. Mais ça nous apporte du prestige, ça ne nous apporte pas de l'argent. Et donc on se retrouve à dépenser de l'argent pour gagner de la gratification sociale, ce qui est un peu con au final sur le papier, et pas que sur le papier d'ailleurs, mais c'est écrit dans notre vie, dans notre ordinateur qui est notre cerveau, c'est un truc qui est admis. Donc il faut être capable de changer de disque dur, être capable de se dire, bon, qu'est-ce qui est plus important, l'argent ou le prestige? C'est peut-être d'abord l'argent et puis après le prestige, donc si j'ai l'argent, j'aurai le prestige, si j'ai le prestige, j'ai pas l'argent. Bon, équation assez simple en fait. Point numéro 6, j'avance un petit peu, avoir une vision globale et rentabiliser des projets. Une fois qu'on a de l'ambition et une vision, et notamment une vision ambitieuse, il faut élargir cette vision. Par exemple, quand vous partez faire un reportage, ce que je dis tout le temps aux gens dans mon agence, à mes photographes dans le collectif DR, c'est que faire un reportage, c'est bien. Viser une publication, c'est bien. Mais il ne faut pas viser qu'une publication. Il faut viser plusieurs publications avec votre même reportage. Puis il ne faut pas s'arrêter là. Il faut viser à faire une expo, à le proposer à des prix, des concours, des résidences. Il y a des récompenses. Il faut faire un livre avec ce reportage ou ces reportages. Puis pourquoi pas même un documentaire vidéo qui est 10, parfois même 100 fois mieux payé qu'un reportage photo. D'où le côté ambition. Et pour avoir cette ambition, il faut être capable de penser global pour rentabiliser un projet. Il faut que vous compreniez que si c'est pas viable, donc si c'est pas rentable, ce que vous faites, c'est mort. C'est la mort du projet. Et s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez prendre en photo parce que ça va dénoncer une cause, parce que ça va valoriser quelqu'un ou une institution, une association, j'en sais rien, dites-vous que le but du jeu, c'est que ça soit vu, que c'est de l'impact, donc que ça soit publié le plus possible, donc que ça vous rapporte de l'argent, quelque part. Même si vous voulez pas toucher l'argent, au moins visez ces publications-là.
d'accord? Mais je connais personne qui me dira non, c'est bon, j'ai pas besoin d'argent. Enfin, si c'est votre cas, félicitations. Mais il faut aussi arrêter avec cette fausse croyance de dire non, mais moi je fais pas ça pour l'argent, moi l'argent c'est pas le plus important. Oui, en général, quand on dit ça, c'est qu'on a l'argent qu'il nous faut à l'instant T et qu'on a parfois même quelques problèmes à se projeter et à se dire attends, le jour où tu n'auras pas d'argent, peut-être que tu penseras pas pareil. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, tu penseras pas pareil et tu seras dans la logique du mec de tout à l'heure qui était en burn-out parce qu'il est en train de penser exactement l'inverse de ce qu'il pensait avant. Et là, c'est gros bug dans la tête. Donc, il faut avoir une vision globale, il faut avoir envie de rentabiliser ses projets. Le truc qui est cool, c'est qu'il y a énormément d'opportunités et qu'il y a énormément de nouveaux outils qui permettent de le faire. Plus qu'avant. Aujourd'hui, si vous voulez faire une exposition photo, il n'y a rien de plus simple. Vous appelez un labo, vous faites un devis, vous trouvez un endroit et paf, vous allez faire votre exposition. Si vous voulez faire un livre, il n'y a rien de plus simple. Il n'y a pas besoin d'envoyer des courriers à 50 000 maisons d'édition. Vous créez votre maison d'édition, même en tant qu'artiste-auteur, vous pouvez le faire. Vous écrivez votre livre, vous publiez votre livre à compte d'auteur et c'est bon, vous avez un livre. Vous utilisez des outils qui permettent de le diffuser. Vous trouvez à la limite un distributeur ou un diffuseur pour lui donner la moitié de vos gains et c'est lui qui gère la diffusion et c'est exactement ce que fait un éditeur. Donc, sur ce point-là, je vous renvoie vers le podcast qui sortira la semaine prochaine où on parle d'auto-édition qui est passionnant. Et je pense qu'il vous aidera si c'est un projet que vous avez. Et d'ailleurs, c'est le projet le plus cool, selon moi, qu'on peut avoir quand on est photographe parce que c'est le projet qui rapporte le plus de profit et de prestige en auto-édition, pas en termes d'édition traditionnelle. Et enfin, il faut avoir les connaissances, mais il faut avoir envie. Si vous n'avez pas envie, ça ne marchera pas. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui se rêvent photographes ou qui rêvent d'être photojournalistes, mais qui ne le deviennent pas, c'est surtout parce qu'en fait, au fond d'eux, ils n'ont pas envie de le faire. Ils n'ont pas envie. Et c'est triste, mais il y a plein de gens qui m'écoutent aujourd'hui, qui pensent avoir envie, mais en réalité, ils n'ont pas vraiment envie. Et ça, c'est la première question à se poser, c'est est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Oui? Vraiment? Ok, alors point numéro 7. Point numéro 7, c'est devenir super discipliné. Et c'est un des trucs les plus difficiles, là pour le coup. Parce que pour mener à bien sa vision, il est nécessaire d'être super productif et d'être focus sur ce que vous faites. Ne pas être détourné de votre but. Et tout ça, ça passe par ce qu'on appelle la discipline. La discipline, c'est le truc qui, si quelqu'un me pose la question de comment tu fais pour faire autant de choses, d'avoir des boîtes, d'avoir monté des projets comme un magazine, un média papier à l'heure du numérique, comment ça se fait que tu arrives à être rentable sur une agence de presse, etc. C'est simple, c'est qu'en gros, j'ai compris la différence entre la discipline et la motivation. J'ai arrêté de chercher la motivation et j'ai recherché la discipline. La discipline, c'est ce qui reste quand la motivation n'est plus là, tout simplement. Quand vous n'arrivez pas à être motivé, vous êtes discipliné. Et la discipline vous amène de la motivation, vous force à être motivé au quotidien et vous force à vous lever le matin. Moi, le matin, je me lève vers 6h du mat et je bosse comme un taré jusqu'à midi et en une demi-journée, j'ai réussi à faire plus que la plupart des gens feront en presque une semaine. Parce que je suis focus, je fais ça sans problème déjà, sans difficulté, en mode deep work, sans personne qui m'embête, sans notification, sans gêne, sans rien qui m'embête. Et j'abats énormément de boulot. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux gérer toutes ces boîtes, tous ces projets. Un truc qui marche bien, c'est les routines matinales, mais au final, avec le temps, on se rend vite compte que c'est pas fait pour tout le monde. C'est comme la douche froide. Est-ce que la douche froide, c'est fait pour vous ou pas? Le truc à comprendre, c'est... Moi, j'ai une routine matinale, elle n'est pas non plus ultra développée, elle prend pas 4 heures à faire. Elle commence par une douche froide. Pourquoi? Parce que j'ai compris, j'en ai déjà parlé plein de fois dans les podcasts, donc je vais pas m'étendre dessus, mais en gros, le concept de douche froide, au-delà des bienfaits physiques, psychologiques, de santé, etc., et de réveil du corps, ce qui est vraiment bien, c'est que ça permet dès le départ, dès le matin, de dire à son cerveau, qui nous dit « Ah, vas-y, j'ai pas envie, reste dormir, reste dans le lit, c'est bien, puis, ou mets de l'eau chaude », tu lui dis « Ferme ta gueule, on va faire ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire là, on va pas prendre d'eau chaude, on va se lever, on va bosser, et donc du coup, douche froide ». Et ça, quand on arrive à chanter son cerveau, à hacker son cerveau de cette façon, tout le reste de la journée prend une autre tournure. Parce qu'on est capable de faire ce qu'on a envie de faire et pas ce que nos besoins physiologiques nous disent ou notre fainéantise ou notre petit diable dans la tête nous dit de faire. Autre chose qui m'a aidé à être super discipliné, c'est le journaling, être capable d'écrire tous les jours ce que je fais, notamment écrire mes objectifs pour la semaine, pour le mois, pour les 90 jours, pour l'année,
Et au quotidien, je note ce que j'ai à faire. Je me fais des to-do list, pas des trucs interminables, mais des trucs qui fonctionnent, qui sont efficaces. Et j'utilise Notion pour ça, un logiciel qui est très bien pour gérer ça. Et surtout, il faut comprendre que quand vous vous intéressez à la discipline, vous comprenez que votre principal adversaire, votre principal concurrent, l'homme à abattre, c'est pas les autres, c'est vous. C'est pas comme disait Sartre, l'enfer c'est les autres. Là, l'enfer c'est vous-même, c'est votre capacité à pas avancer. Point numéro 8, automatiser et planifier. Il y a un truc, quand je faisais des petits boulots, notamment quand j'étais en grande distribution et que je m'occupais de traiter de gérer, de ranger des palettes pour ensuite mettre en rayon des articles. Le boulot un des boulots les plus chiants et qui apporte le moins de valeur au final intellectuel. J'avais un patron qui me disait, quand je lui posais la question, je dis est-ce que si je fais ça, je vais gagner du temps, est-ce que je peux pas le faire? Et il me dit en fait c'est très bien, moi je cherche des gens qui sont feignants, parce que, alors début je dis attends, je suis pas feignant. Il fait non mais en fait si, c'est un peu une sorte de feignantise, tu veux gagner du temps, faire le truc, mais tant mieux parce qu'en fait c'est comme ça que tu gagnes du temps. Il faut être feignant pour être efficace. Parce que l'inverse de la feignantise, on va dire que ça pourrait être le perfectionnisme. En tout cas, c'est pareil. On est d'accord qu'étymologiquement, c'est pas ça, mais vous avez compris l'idée. C'est en gros faire du zèle, etc. Être perfectionniste, et ça, c'est pas efficace. Il y a une phrase qui marche bien qui est mieux vaut fait que parfait. En général, quand on fait les choses et que c'est pas parfait, au moins c'est fait. Alors que quand on cherche quelque chose qui est parfait, bah, une fois sur deux, on le finit pas parce que c'est pas parfait. Parfois, être feignant, avoir envie d'aller vite, avoir envie de terminer cette partie boulot chiante pour faire autre chose de plus intéressant, bah, c'est être efficace. Et quelque chose qui marche bien aussi, c'est la capacité à planifier des tâches pour ne pas les avoir en tête tout le temps, ne pas être parasité par ce truc. Est-ce que je dois faire ça? Oui, il faut que je fasse ça, il faut que je me rappelle. Ok, planifiez vos tâches, mettez-les dans un agenda, mettez-les dans votre Notion si vous utilisez ce logiciel, dans un traitement de texte, etc. pour que vous y repensiez plus tard. Mettez-vous des rappels sur votre téléphone, mais planifiez les choses. De la même façon, automatisez le plus de choses possible. Moi, j'utilise un logiciel qui permet d'automatiser certaines choses, des planifications, des posts sur les réseaux, etc. Comme ça, j'ai pas besoin de le faire moi-même. J'utilise les logiciels, j'utilise l'ordinateur pour faire les choses à ma place. Et quand je dois faire les choses moi-même, autre astuce que je partage avec vous, c'est de grouper les tâches pour aller plus rapidement. Par exemple, je vais grouper sur une même période de temps, sur une même journée, un enregistrement de podcast. Là, par exemple, je suis en train d'enregistrer plusieurs en même temps, pour mon autre podcast aussi. Mais parce que là, j'ai de l'énergie pour écrire, enfin pas pour écrire, mais pour réciter les podcasts, pour lire mes notes, pour apporter de la valeur à l'oral. Et peut-être que demain ou la semaine prochaine, j'aurai du temps bloqué, groupé pour faire du montage. Et ensuite pour faire du marketing. Ok ? Ça marche que si vous êtes capable d'être organisé et que vous pensez en bloc de temps. En bloc de temps. Et pas en tâches. Si vous pensez en liste de tâches, c'est pour ça que les to-do list, c'est pas forcément un truc le plus simple, en tout cas le plus sain, parce que vous allez passer d'une tâche à l'autre sans trop de cohérence et parfois sans beaucoup d'efficacité. Donc point numéro 8, automatiser et planifier. Point numéro 9, on arrive bientôt à la fin, utiliser les derniers outils et être un pionnier. Un pionnier de l'innovation, de l'utilisation des logiciels, d'un peu tout ce qu'on veut, mais être un pionnier, d'avoir cet état d'esprit, ce mindset d'être parmi les premiers à faire un truc. Alors bien entendu, en ce moment, la hype du moment, c'est l'IA, c'est l'intelligence artificielle. C'est pour ça que j'en ai fait une masterclass, c'est pour ça que je l'utilise au quotidien, et surtout que je l'utilise comme un journaliste pour améliorer ma rédaction, pour gagner du temps. Mais avant ça a été d'utiliser par exemple le mailing avec les autorépondeurs, d'envoyer des mails. Si vous écoutez ce podcast, il y a des chances que vous êtes tombé un jour sur un de mes mails, et il y a des mails qui sont rédigés automatiquement, enfin qui sont rédigés et que j'envoie automatiquement. Quand vous vous inscrivez dans ma liste mail, vous allez recevoir des mails, peut-être une fois par semaine, pendant quelques mois, avec des mails que j'ai écrits il y a déjà 1 an ou 2, que je réécris de temps en temps pour updater s'il y a besoin. Il y a des choses qui sont intemporelles. Et ça marche très bien parce que ça permet de fidéliser les gens, d'apporter de la valeur, d'aider les gens. Mais au début, c'était super décrié. J'étais le seul photographe à un moment donné à le faire, en fait. Parce que tout le monde disait « Ah non, c'est un truc de marketing, c'est un truc de connard de marketeur, le fais pas. » Ok, bon,
Ok, j'écoute pas, je fais, je teste. On m'a conseillé de le faire, donc je teste. Et ça marche, donc je continue de le faire. Pareil pour les réseaux sociaux. Je pense que j'étais un des premiers à faire quand je faisais de la formation pour photojournaliste. Ça, je suis encore un peu un des seuls à le faire. À utiliser les réseaux sociaux pour en faire la promotion, à montrer des reportages, à montrer l'envers du décor des reportages, à faire des interviews avec d'autres photojournalistes, donner la parole aux autres, partager des choses sur les réseaux. C'est pas un truc qui se fait. Ça, maintenant, ça se fait de plus en plus. Mais avant, il y a à peu près 10 ans, quand j'ai commencé à le faire, ça se faisait peu. Donc, n'écoutez pas la masse, n'écoutez pas la moyenne des gens qui, en général, la moyenne est toujours moins intéressante que ce que vous visez comme objectif. Elle est toujours plus nulle, plus médiocre, on va dire, pour dire un meilleur terme, que les ambitions que vous aurez dans votre vie. Avant-dernier point, le point numéro 10, qui est ultra important, mais il y en a un qui est encore plus important à la fin, mais celui-là est vraiment important, c'est être cohérent et aligné sur ses valeurs. En 2011, quand je découvre le journalisme, je l'ai découvert un peu avant, mais en tout cas quand j'arrive en fac de journalisme, en master, je découvre le journalisme et j'en tombe amoureux. C'est un truc, c'est un peu le coup de foudre, mais peut-être le seul coup de foudre que j'aurais eu en tout cas, qui est lié à ça. Et depuis c'est encore de l'amour dans le sens où je suis extrêmement attaché à cette profession. Pour moi, c'est important. C'est important d'avoir ma carte de presse. C'est important toute la symbolique autour de ça. Parce que j'ai une vision très rigide de la rigueur journalistique. Je suis un peu un ayatollah du journalisme pour ces points-là. Sur les points que sont l'indépendance, la neutralité, l'objectivité et surtout l'honnêteté intellectuelle. Parce que, ok, oui, l'objectivité n'existe pas. On peut partir en débat sur ça. La neutralité aussi. Est-on vraiment indépendant quand on est salarié dans un groupe de presse qui appartient à un milliardaire, etc., etc. Il y aura toujours des conflits d'intérêts, il y aura toujours des biais, etc. Mais le truc, c'est que quand on a cette vision très rigide de la rigueur journalistique, et qu'on comprend qu'il faut réussir à dépasser ces biais cognitifs, et ne serait-ce que les comprendre, et qu'il faut faire preuve d'honnêteté intellectuelle, et ça, personne ne nous empêche de le faire. C'est complètement possible. C'est-à-dire d'agir par rapport à ce qu'on pense être le réel, le bien, la vérité journalistique, et donc de comprendre que la vérité n'existe pas, et que ça sera toujours les vérités de chacun, ne pas prendre parti, chercher la contradiction, être impertinent, vérifier, revérifier vos sources, ça c'est être journaliste. Et c'est quelque chose qui se perd beaucoup en chemin. Quand je vois des journalistes prendre position dans des élections pour dire tel parti est bien, tel parti est pas bon et pas bien, pour moi c'est plus du journalisme. Peu importe l'interprétation de l'histoire qu'on pourra faire derrière. Peu importe les jugements de valeur qu'on pourra faire, un journaliste doit être ouvert d'esprit, un journaliste doit apprendre de tout le monde, un journaliste ne doit pas juger quelqu'un ou un groupe de personnes, et c'est point à la ligne, en fait. Et donc c'est pour ça que moi ça me pose vraiment problème de lire des tribunes de journalistes, entre guillemets, faire de la politique. On peut être journaliste dans sa vie et puis devenir politique, comme par exemple Ruffin l'a fait. Ruffin était journaliste et ensuite est devenu un homme politique, et c'est ok. Et au moins il le dit, je ne suis plus journaliste, je suis un homme politique, je fais de la politique. Mais quelqu'un qui est payé pour être journaliste ne peut pas donner son avis, ne peut pas faire de la propagande politique, ne peut pas juger un parti politique sous prétexte que c'est mal, c'est bien ou j'en sais rien. Et à ça, moi je rajouterais le côté, dans la question des valeurs, d'être optimiste et d'être positif. Parce que, comme je disais tout à l'heure, le concept de yes man, de tester des choses, si vous avez l'esprit optimiste, vous allez tester des choses et vous allez surtout avoir de l'espoir en l'avenir, de l'espoir que ça marche. Et globalement, c'est marrant, hein, mais mathématiquement parlant, ça a toujours été prouvé, c'est quand vous avez de l'espoir de quelque chose, il y a plus de chances que ça se réalise en bien. Il y a plus de chances que ça marche si on a de l'espoir que ça marche. C'est un peu comme le coup du loto, hein. La plupart des gens qui ont gagné au loto dans leur vie, ils ont tous joué. Ils ont tous eu l'espoir que ça marche. Alors après, tous ceux qui ont eu l'espoir n'ont pas eu le résultat positif, mais en tout cas, ceux qui n'avaient pas l'espoir n'ont jamais eu le résultat positif. Donc ça, c'est un truc, c'est basique. Et enfin, le dernier point dans être cohérent et aligné sur ses valeurs, je crois pas trop à ces trucs de destin, de loi de l'attraction, etc. Mais j'ai tendance quand même à croire au karma. Et parce que l'histoire m'a montré ça, et parce que ma vie personnelle m'a montré que quand on perd des points de karma en
étant un traître, en trahissant les autres, en n'étant pas loyal, en étant méchant ou en voulant du mal aux gens, en général, on le reprend dans la gueule, puissance 10 000, globalement. Ça veut pas dire que moi, j'ai fait expérience d'être méchant et de prendre le retour de karma. Je pense que jusqu'à maintenant, j'ai été assez clean et justement, mon karma est plutôt bon. En tout cas, je le souhaite et je continue à travailler pour ça. Mais par contre, j'ai vu des gens abuser et se le reprendre dans la gueule. D'ailleurs, je vois plus ces gens. C'est assez marrant d'ailleurs. Les gens disparaissent et c'est un peu le dernier point, le point numéro 11, qui est chercher à durer et refuser l'abandon. Parce que au final, là, du haut de mes 34 ans, c'est encore jeune. Pareil, je touche du bois. Et du haut de ma décennie, un peu plus de journalisme. C'est pareil, c'est une courte carrière comparée à des gens qui sont là depuis 20-30 ans. Et je reste très humble par rapport à eux. Tout comme je reste humble par rapport à des gens qui arrivent dans la profession et qui ont 1 an de profession. Parce que en 1 an, on peut apprendre énormément de choses et parfois plus que ce qu'on apprend en 10 ans, voire plus. Mais là où j'ai beaucoup plus Enfin, là où je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humilité et beaucoup de reconnaissance, c'est par rapport au temps qu'on arrive à durer dans une profession, dans un projet. La seule vraie reconnaissance, la seule récompense, c'est l'existence. Et exister, c'est durer. Et durer, c'est de ne pas abandonner. Surtout quand tout le monde autour de vous abandonne parce que c'est trop dur. La plupart des gens rêvent d'être photographes, rêvent d'être photojournalistes. La plupart n'y arrivent jamais, n'y arriveront jamais, ou testent pendant quelques mois, pendant quelques années, et puis après abandonnent pour trouver un autre boulot. C'est parce que c'est compliqué, et parce que ça demande aussi une valeur clé, pour moi en tout cas, et pour pas mal de gens qui font partie de mon cercle, parce que je m'entoure de ces gens-là, encore une fois, le coup de la valeur, à des hommes de valeur, des hommes et des femmes de valeur. Cette valeur clé, c'est le courage. C'est le courage d'avoir de la vision, d'avoir de l'ambition, le courage de continuer quand c'est chiant, quand c'est dur, quand ça fait mal. C'est le fait d'avoir de la résilience, parce que la résilience, ça paie toujours. Ça finit toujours par payer. L'obstination aussi, même si c'est un peu plus dangereux, mais l'obstination fonctionne bien. Donc voilà, toutes ces valeurs clés que sont le courage, la résilience, l'obstination, c'est ce qui permet de durer dans ce métier, de continuer d'exister alors que les autres ont arrêté. Parce que le seul vrai échec, c'est l'abandon, c'est le fait d'arrêter. Et je pense que ceux qui ont un karma pas très positif sont un peu forcés à l'échec, et forcés à l'échec qui est l'abandon. Parce que l'échec, quelque part, bon, ça j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, je vais m'arrêter là, mais l'échec c'est super bien. C'est bien, ça permet de montrer vos limites, en tout cas vos limites temporaires, avant de pouvoir les dégommer, ces limites. Ça montre, ça donne une leçon de vie qu'on ne peut pas avoir autrement, mais le seul vrai échec qu'il faut absolument éviter, c'est d'abandonner. En tout cas, si vous pensez que tout ça c'est fait pour vous. Si vous pensez que vous pouvez être photographe, que vous voulez vraiment être photographe, vous avez vraiment envie, il ne faut pas abandonner. Et j'espère que ces quelques conseils que là je vais me partager vous aideront. Moi, c'est quelque chose que j'aurais bien voulu qu'on insiste un peu plus quand j'étais à l'école ou quand j'ai été éduqué. Avec le recul, je comprends que c'est pas des valeurs qu'on diffuse beaucoup parce que c'est pas mainstream en fait. Tout comme c'est pas mainstream, c'est pas normal pour la plupart des gens de monter une entreprise, de monter un média, de monter une agence, de partager des conseils avec des gens, de créer de la valeur comme ça sur Internet, de créer des podcasts, de faire 250 épisodes de podcasts comme c'est le cas aujourd'hui. La plupart des gens, pour eux, c'est pas normal. Donc du coup, ça va pas être expliqué, ça va pas être partagé comme valeur et comme enseignement. C'est normal pour le coup. Mais voilà. En tout cas, essayons d'apporter encore un peu plus de valeur aux gens. J'espère que ça vous aidera. Dites-moi en commentaire si c'est le cas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi quels sont les conseils qui vous ont marqué, vous, qu'on vous a donné, que vous aimeriez partager. On n'arrête jamais d'apprendre. Moi, je suis heureux de vous lire. Vous êtes peu à écrire. Je sais que vous êtes beaucoup à écouter, beaucoup à me faire des retours ensuite par mail, mais pas beaucoup à commenter. Donc, voilà, peut-être que ce sera la première fois que vous le ferez dans votre vie, mais faites-le. Juste comme ça pour me dire coucou. Ça fera plaisir. Et puis partagez cet épisode de podcast à quelqu'un. Partagez le podcast. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Portez-vous bien et à très vite.